Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Eh bien, on se retrouve une nouvelle fois pour encore une vidéo, dont laquelle je vais sûrement en parler sûrement, même si je vais vous citer les quelques petits résultats qu'on a eu cette semaine, même si ce ne sont pas la plupart des pay-per-view où j'en passe. Bref, on s'en bat les couilles. Même du côté de la EW qui s'était déroulé le 22 novembre dans le Newark, New Jersey, pas loin de New York, et auquel, justement, très récemment, on s'est attaqué Survivor Series, puis Final Battle, donc les dates auxquelles je pourrais en citer. Et pour du côté de la AAA, je pourrais aussi m'attaquer sur ça aussi. Donc, du côté de la AAA, je sais pas si je vous l'ai déjà dit les noms des villes et les dates. Donc, il y en a un le 22 novembre et l'autre le 28 novembre. L'autre à Mexico City. Et de l'autre côté, à Puebla, Mexique. Donc, on était à Alianza, Alianza CDMX. Et là, maintenant, on est Alianza Puebla CDMX, auquel je préfère vous le dire. Même si ça n'a aucune importance, mais bref, on s'en fiche. Du côté de la AAA, je vais vous citer quelques matchs. Alors, je me rappelais la plupart des matchs, surtout les débuts. Je ne sais pas si ce sont les débuts officiels des catcheurs auxquels je vais vous présenter. Donc, Jack Cartwheel et Chris Carter. Et surtout, pour terminer pour la fin, Elio Lefleur. Donc, un certain Aigle Blanc qui fait ses débuts au Mexique et auquel, vu comment on est au Mexique et il a le masque d'un aigle blanc, donc ça peut très bien correspondre à son environnement. Mais malheureusement pour Aigle Blanc, il perd face à Jack Cartwheel, donc il bat tout simplement Elio Lefleur et Chris Carter. Donc dommage s'il a perdu. Ensuite, il y avait d'autres matchs, par exemple Apollo Crews qui bat Lince Dorado, match pour les titres tag team féminins de la AAA entre The Last Toxica, Lady Flammer et Lyandra qui battent Fabi Apache et Lola Vice. Et je crois qu'ils avaient même aussi battu Natalia et Lola Vice, si je dis pas de bêtises. Faut dire, il y a tellement trop de matchs que je m'y perds complètement dans la masse et Pouh, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Et dire que normalement, ce show-là devait apparemment faire de l'ombre à la WWE. Et là, je me dis, lol. À la EW, ça ferait de lol. À la WWE, à la TNA, ça ferait de l'ombre. Pas le moindre de doute. Ça ne fera pas l'ombre ni l'unanimité. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Donc, match par équipe 6, la Parka, Mister Iguana, Nino Hamburgerza qui battent Galeno Del Male avec la LWO, Cruz El Toro et Joachim Wild. Donc, qui battent tout simplement la LWO. Ensuite, El Grande Americano qui bat El Hero del Vikingo à l'aide de Dragon Lee qui lui a attaqué Vikingo, quoi. Et après, Rey Mysterio veut séparer tout le groupe. Et après ça. D'ailleurs, je sais même pas si je voulais citer, mais voilà, je m'en foutais carrément, quoi. Donc, c'est pas important. Donc, voilà. Puis, je crois qu'il y a les deux shows de allez, de la NXT Golden Rush. Je sais plus si je l'ai, à vrai dire, je m'en fous complètement. Est-ce que ça en valait la peine de citer, à part qu'il y a Triple A, TNA et NXT, ça n'intéresse pas grand-chose. Et même la Evolve, qui s'intéresse. Mais bref, ce n'est pas cela auquel on s'attaque. Même si, même si j'aurais bien voulu, mais il faut dire, c'est assez compliqué d'être assez objectif. Donc je préfère passer à l'essentiel, au show auquel on va présenter tout de suite. Finale Résolution 2025. Donc, qui s'est déroulé à El Paso, au Texas. Donc le 5 décembre en même temps que la Ring of Honor. Donc c'était en même temps. Et,
Et de là, je sais pas quoi en penser. Faut dire maintenant, la TNA appartient presque à la WWE. Et auquel, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Pas forcément moins d'un doute. Par contre, pour Tony Punt, je sais même plus ce que j'avais cité. Je crois que c'était le 14 novembre à Winter Park en Floride. Je sais même plus si j'avais déjà cité. Il faut dire, il y a tellement trop de trucs à citer, trop de trucs auxquels j'ai envie de faire court. Et comme je l'ai dit, là, je n'ai pas forcément trop le temps. Parce que à l'heure où j'enregistre, là, j'ai terminé d'enregistrer celle de la Ring of Honor. Et là, il faut que je termine très rapidement celle de la TNA pour moi partir parce que je suis quelqu'un de très, très, très occupé. Donc, ce n'est pas, on va dire, pour vous mentir à tel point, vu comment c'est la pure vérité, que la vérité, rien que la vérité. Donc voilà tout. Même si j'ai un peu du mal à trouver ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu, et même les images concrètes. Donc je préfère vous dire, si la plupart des images auxquelles vous voyez là n'est pas, on va dire, celle que vous y attendez, sachez que c'est normal, je n'ai pas trouvé de, de photos auxquelles ils ont gagné le match. Et c'est pareil du côté de la Ring of Honor, j'avais du mal à trouver, donc je m'en excuse sincèrement. Le, tout ce que je sais, on va s'attaquer dans le pré-show, le fameux countdown kick-off pour la TNA. Et le premier match de la carte, quoi, enfin le premier match, c'est tout simplement Cedric Alexander contre Eric Young. Auquel dans ce match-là, il n'y a pas d'enjeu ni de build-up construit. Faut dire maintenant, tout n'est plus aussi construit qu'à l'époque. C'est dingue pour vous dire. Hein. Et que malgré que le match était bon, sans dire de chichi, c'est tout de même victoire de Cedric Alexander qui bat Eric Young. Même si ce dernier a failli commis une bêtise, donc essayer de tenter une tricherie, mais ça n'a pas passé. Voilà tout. Donc victoire de Cedric Alexander. Je passe au deuxième match du pré-show. Et ce match du pré-show, c'est un match par équipe de 6 entre l'équipe de The System, donc équipe composée de Moose, Eddie Edwards et Brian Myers, accompagné toujours par Alicia Edwards, contre The Beer Bronson, donc équipe composée de CW Anderson et de Brock Anderson. Non, rassurez-vous, ce ne sont pas des frères. À vrai dire, Brock Anderson, c'est le fils de Arn Anderson. Et CW Anderson, je pense pas que c'est. Il a des liens familiaux avec Arn Anderson. Je. Je pense pas du tout. Et pourtant, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est victoire de l'équipe de The System. Parce que Beer Bronson, je croyais que c'était. Je croyais que c'était le nom de l'équipe, mais non, c'est un catcheur évidemment. Il faut dire qu'est-ce que j'avais tellement à m'y faire, si ce n'est que c'est victoire de The System. Voilà tout. Maintenant, toute la carte principale. Et la carte principale, c'est un match simple entre Mike Santana contre Charlie Dempsey. Bon, est-ce que je vous ai déjà cité comme quoi les mecs de la NXT s'attaquent aux mecs de la TNA et auquel je m'étais dit ouais c'est quand même bizarre et con de faire mettre soit des jobbers ou des mid-carders qui ont déjà peut-être remporté un titre ou un trophée, pardonnez-moi, ou rien du tout dans leur carrière, qui viennent faire le poids face aux mecs de la TNA. Quel manque de logique. Bon, même si Charlie Dempsey, il a déjà remporté, je sais pas si c'est 2 ou 3 fois la coupe Heritage Cup de la NXT, à l'époque où c'était UK, même ça n'a même pas réussi à le faire propulser vers les sommets. Et pourtant, je vais vous dire dans ce match-là, c'est tout simplement Mike Santana qui va venir à bout de Charlie Dempsey. J'ai failli dire Sterling, mais non. Donc c'est Dempsey. Donc voilà tout. Match numéro 4, match pour les titres du monde féminin par équipe des Knockouts de la TNA. Donc bien sûr TNA Total Non-Stop Action Impact Wrestling, quoi.
anciennement NWA, anciennement GCW, non, GFW, National Wrestling Alliance, Global Force Wrestling, bref, vous avez compris, je cite les pseudo-blazes. Et la première équipe auquel je vais vous citer, l'équipe de The Inspiration, anciennement les Iconics, Cassidy et Jessie ou Jessica McKay, contre équipe composée de Tessa Blanchard et Victoria Crawford, anciennement Alicia Fox, accompagnée par Robert Stone, anciennement Robbie E. Donc oui, malgré que le match féminin par équipe était certes cool, sans plus, sans de profondeur ni rien quoi, même si le titre sur Victoria Crawford et Tessa Blanchard, ça aurait peut-être servi à quelque chose, ou peut-être pas, j'en ai vraiment aucune idée. Pourtant, ce ne sont pas eux qui gagnent, mais bel et bien les inspirations qui en viennent à bout des challengers. Voilà tout. Voilà tout, j'ai pas grand chose à dire. Match numéro 5, c'est un combat de rue, un street fight, où tout est permis. Matt Cardona contre Mance Warner, accompagné par Steph ou Stephanie Delander. Et c'était du bordel. Oui, du bordel. Auquel, certes, il y a eu des tas de trucs auxquels ça faisait enjailler les mecs sur place. Ça, ce sont ceux qui aiment la pure violence, au lieu de la santé des catcheurs. Donc ils aiment quand tout est sauvage, ils aiment quand tout est bordélique. Et pourtant, malgré que Mance Warner était peut-être sur une bonne lancée dans le match et qu'il voulait peut-être en finir avec Matt Cardona, ce sera tout de même Matt Cardona qui va finir le boulot en battant Mance Warner. Donc c'est lui qui remporte le match. Et qu'est-ce que j'en ai à dire là-dessus? Pas forcément grand-chose. J'ai pas grand-chose à citer, malheureusement. Match numéro 6, c'est match pour le titre international de la TNA entre Stax ou Channing Stax Lorenzo, accompagné par Alexis King et non pas par Ariana Grace, contre Steve McLean. Alors, est-ce que ce match-là n'est pas, on va dire, une insulte à l'humiliation pour la TNA? Vu comment les mecs de la TNA, enfin les mecs de la NXT, à NXT, ils valent pas du tout un clou, alors que ailleurs, ils valent quelque chose. Bon, je sais que dans la vie, quand on est perdant et qu'on a trop perdu, il vaut bien se lancer quelque part pour mieux gagner, pour être sur une bonne dynamique. Je ne dis pas le contraire. Mais tout de même, est-ce que c'est pas une manière de la WWE d'insulter la TNA en disant nous à la WWE on n'a que des stars, vous n'êtes que des catcheurs de circuit indie, j'en passe des trucs. Donc nous on peut se permettre de gagner des matchs autant qu'on le veut et des titres à la fois. Donc je sais pas si c'est moi qui vois de cette manière-là ou juste je suis mauvaise langue, mais pour moi c'est absolument flagrant. Très flagrant selon moi. Alors que peut-être que j'aurais préféré que Steve McLean conserve le titre. J'aurais préféré que ce soit lui qui conserve et qu'il fait bien fermer la gueule de toute l'équipe de la WWE, de TKO, j'en passe, des bookers, etc. Bref, qui fait fermer les bouches. Et pourtant, non. Et je crois que c'est à cause de Lexis King, donc Brian Pillman Jr., qui est un peu l'élément perturbateur du match, ou plutôt le fil rouge du match, vu comment il veut que son ami ou son poulain utilise la facilité, et qui dit la facilité va tricher, vu comment du côté des heels, et surtout même à la WWE, on ne sait pas gagner à la loyale. Faut dire gagner à la loyale, c'est partir en vacances, ou plutôt partir dans les décharges. Et pourtant, malgré tout, il y a eu l'intervention, ce qui devait avoir intervention, et le coup fourré qui a eu le coup fourré, et un certain Lorenzo qui va battre Steve McLean.
Et du coup, ben, c'est Channing Lorenzo qui devient le nouveau champion international de la TNA. J'ai failli dire la EW, mais non, c'est la TNA. Ok, super, youpi, on est content, un nouveau champion. Ouais, le premier gars de la NXT qui a réussi à devenir champion à la TNA. Putain, ils sont juste là pour faire des pop, ils sont juste là pour se vanter de leur réussite, ils sont juste là pour mentir à l'audience comme quoi ils réussissent à remplir des stades et que ça fait officiellement un des meilleurs shows, ou encore un Raw, un SmackDown, un NXT, un Evolve aussi épique que jamais. Hmm. Ah, certaines personnes de la WWE, dont Hunter Hearst Helmsley, devraient vraiment fermer leur gueule quand ils disent n'importe quoi et d'arrêter de mentir. Donc, vous avez compris, la victoire de Channing Lorenzo, certes, disons, ok, il gagne, super, mais et puis merde, hein, j'ai pas envie de dire du bien de ça, donc victoire de Channing Lorenzo et allez vous faire foutre. Voilà, allez vous faire foutre ceux qui pensent que Channing Lorenzo est méritant, que selon moi il ne l'est pas. Donc, il serait méritant, c'est quand il aurait enchaîné des victoires et faire une histoire intéressante avec d'autres personnes, mais ce qui n'est pas le cas. Mais bon, je digresse, je passe au match suivant. Et le match suivant, c'est le match numéro 7 pour le titre féminin du monde féminin des knockouts de la TNA, entre Lane Ying Lee qui affronte Xia Brookside. Alors, Lei Yingli, elle a réussi à battre Kelani Jordan, mais pas toute seule. Dans un match triple menace auquel il y avait Jordan Grace. Et c'est grâce à cela, dans le match-là, auquel elle va réussir à devenir championne féminin des knockouts. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est vrai, mais au passage, c'est l'une des premières chinoises à remporter le titre féminin des knockouts à la TNA. Je sais qu'auparavant, on avait une première catcheuse canadienne, mais aussi d'origine coréenne, une certaine Gail Kim qui a réussi à remporter le titre féminin knockout. Puis on a passé euh, japonaise, et j'en passe d'autres. Et du coup, ben, vu comment elle a réussi à arracher le titre des mains de Kelani Jordan, auquel j'en réclamais, et Dieu merci, c'est arrivé, et que maintenant, ben, elle a une histoire auquel on peut qualifier d'anecdotique avec Xia Brookside. D'ailleurs, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais la plupart de tous les matchs sans exception, de tout ce que j'ai pu citer, et même WWE, etc., sont complètement anecdotiques. Donc on qualifie ça de match anecdotique, et auquel, certes, Xia Brookside s'est très bien défendu, a su très bien gérer le rythme pour tout simplement prouver à quel point elle peut elle aussi devenir championne, mais ce qui n'est pas une tâche si facile avec avec Lei Ying Li. J'aimerais bien l'appeler Xiali parce que c'est plus facile Xiali. Et pourtant, sans succès, elle va réussir à battre Lei Ying Li. Sans succès, hein. Vu comment c'est Li qui va réussir à battre Xia Brookside, bah, tout simplement avec la force de ses jambes, la force de ses prises, de ses tactiques et de son intelligence, et que tout simplement elle arrive à battre Xia Brookside et qu'elle conserve le titre. Et pourtant, preuve de respect de la part de Xia Brookside qui célèbre la victoire avec Lei Yingli, même pendant l'interview. Pourtant, pendant l'interview, elle se fait attaquer par Dani Luna et une certaine Indy Hartwell qui arrive à la rescousse pour empêcher bah, que ça parte trop en bordel. Je ne comprends pas pourquoi ils amènent la sécurité eux aussi. Maintenant, c'est vrai que ces temps-ci, la WWE et le catch en général veulent se, se UFC-riser ou se boxériser. Quitte à dire, quand il y a une embrouille, il y a les gars de la sécu pour les séparer, vu comment ça fait profiter du spectacle. Mais c'est trop cramé à des kilomètres, hein, et du coup, je me dis, putain, qu'est-ce que je suis pas fan. Oh, que oui, je suis pas tellement fan de tout cela, quoi. Maintenant, ben, match numéro 8, et c'est un match par équipe de 8 personnes. Les Rascals.
Donc équipe composée de Trey Miguel, Zachary Wentz, Desmond Xavier et Myron Reed. Contre l'équipe de 4 ordres, ou l'ordre 4, The, The Four Order, Order 4. Équipe composée de Mustafa Ali, John Skyler, Jason Hutch et tout simplement de l'agent Zéro, accompagné par Tasha Steelz. Euh, Même si dans ce match-là, dommage que vous n'avez pas l'image des victoires des Rascals, parce que, spoiler, c'est victoire des Rascals qui vont battre The Order 4. Après tout cela, oui, il y a eu des bons trucs, mais vu comment j'ai pas tellement très bien vu tout le match du reste, et que quand je vois les spots qu'ils ont fait, je vois que c'est que du spot fest, et même quand il y a du near fall avec des faux finishes, que ça part totalement en work rate total. D'ailleurs, la plupart des matchs peuvent aller en work rate à tout moment, sans que, sans que on s'y attend quoi que ce soit. Pourtant, on s'y attendait et ça nous intrigue pas d'Iota. Donc oui, je suis sincèrement désolé, ça m'intrigue pas pour autant. Et que qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'ai pas forcément trop de valeur à rajouter à ce match-là, si ce n'est que c'est ces victoires de The Rascals qui battent tout simplement les Heels. Et si je dis pas de bêtises, après ce match-là, il va avoir Elijah ou Elijah qui va attaquer Mustafa Ali un coup que tout le monde est occupé dans le ring, je crois, parce que je pense qu'à promettant, Mustafa Ali voulait fuir la rencontre, et pourtant il se fait attaquer par Elijah, et qu'après l'avoir attaqué, eh bien, au bord de son cheval, il va lier les pieds de Mustafa Ali sur son cheval pour le faire galoper, pour que ce dernier part avec Mustafa Ali. Et voilà quoi, je crois que c'est ça comment on peut conclure ce match-là. Je suis un peu lessivé, rien qu'à force d'en parler. Faut dire, j'essaie de faire le plus vite possible. Maintenant, match numéro 9, et c'est pour les titres du monde par équipe de la TNA, entre les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy, contre The Height Rise, donc équipe composée de euh, Tyson Dupont et Tirek Igwe, accompagné par Robert Stone. Tiens, Robert Stone veut essayer de donner du galon à deux gros bébés qui sont Tyson et Tyrek. Donc ils veulent peut-être penser comme quoi ils ont une chance pour capturer les titres de la TNA. Vu le gabarit qu'ils ont, ça peut être logique, ça peut être une évidence. Et pourtant, face aux Hardy, rien n'est sûr, vraiment rien n'est sûr. Donc malgré la puissance brute des deux gros bébés que sont Tyson Dupont et Tyrek Igwe, ça reste tout de même les vétérans et l'expérience, les deux vétérans quoi, que sont Jeff Hardy et Matt Hardy, qui savent comment bien jouer la psychologie du match tout en étant intelligents, et qu'ils peuvent à tout moment que l'adversaire adverse peuvent tomber dans le panneau. Parce que oui, il y a des pièges aussi à éviter dans le match, comme, comme dans l'utilisation de booking. Et pourtant, malgré tout cela, ça reste tout de même, malgré tout, victoire des Hardy Boys, qui en viennent à bout de Tyrus Igwe et de Tyson Dupont. Et que ce que je peux en penser de cela, pas forcément grand-chose, si ce n'est que à la fin du match, on va avoir une vignette, oui, une vignette d'une femme qui nous présente deux nouveaux catcheurs qui font, je crois, leur début officiel à la TNA. En tout cas, si c'est officiel, ok, d'accord. Eh bien, l'équipe, c'est composé de The Right House. The Right House. Donc, équipe composée de Vincent et de Dutch. Donc, oui, les nouveaux arrivants. Et ok, je me dis que ils étaient à la TN, ils étaient à la EW. Ils étaient un peu utilisés comme des merguez. Est-ce qu'ils peuvent être bien utilisés à la TNA? Je sais pas. Franchement, je sais pas.
Oh là là, qu'est-ce que ça vide mon énergie, quoi, ce match-là. Plus que deux matchs après, c'est terminé. Et le dixième match, c'est pour le titre masculin de la X-Division de la TNA entre Leon Slater contre AJ Francis, qui n'est pas accompagné par sa clique de mecs arrogants qui pensent qu'ils sont riches. Donc il n'est pas accompagné par ces bandes de charlatans, de malotrus, de gens passe de nom. Et que je sais pas s'il aurait été préférable que AJ Francis remporte le titre ou pas du tout. J'en ai absolument aucune idée. Je crois qu'il y avait également Rich Swann qui s'était mêlé à la fête et le streamer, youtubeur auquel je crois que c'était BDE. Je pense que c'est lui, BDE, l'influenceur, youtubeur, j'en passe de nom. Euh, Rich Swann, il était au début, je pense, du côté de, de Top Dollar, enfin AJ Francis. Mais je pense que là, il s'est retourné contre AJ Francis pour être avec les gentils. Et du coup, ben, je comprends pas, quoi. Je comprends pas pourquoi tu peux être une girouette à ce point-là. Je, je comprends pas, c'est un peu débile. Et du coup, ben, malgré toute la bonne volonté de AJ Francis de essayer de remporter un titre de la TNA, il ne va pas remporter le titre de la TNA de la X-Division. Ça reste toujours Leon Slater, le gars de 21 ans, qui conserve le titre de la X-Division. Voilà quoi. Donc je me termine là-dessus. Et le dernier, et non des moindres, le main event. Donc match numéro 11 entre Frankie Kazarian contre The Dirty Dango, JDC, Johnny Dango Curtis pour le titre du monde masculin de la TNA qui est en jeu. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Qu'est-ce que je pourrais en dire là-dessus? Si ce n'est que JDC, donc Johnny Dango Curtis, c'est vrai qu'on l'a jamais vu avec un titre mondial, même pendant une fédération indépendante ou à la WWE, jamais on ne le verra jamais, sans doute jamais, champion du monde de la TNA ou de haute promotion. Il nous sort des petits bons trucs. Je vois qu'il nous sort des petits bons trucs, mais vu comment ce match-là est très peu intéressant et que c'est pas non plus buildé comme il se doit et que c'est même pas un build-up, c'est juste un match pour faire des matchs. Tout le long de la carte, j'ai l'impression que c'est des matchs que pour faire des matchs. Ça a le tendance de m'endormir et de m'ennuyer, donc je trouve pas du plaisir à regarder forcément trop les shows. Pourtant, je regarde, mais pas avec plaisir, hein, parce que j'ai vraiment du mal en ce moment avec la ROH, avec la EW, la TNA, et même la WWE actuelle, j'ai un petit peu du mal, et pourtant, il y a des trucs intéressants, mais, euh, mais je sais pas, ils arrivent à tout foirer en un rien de temps, quoi, et ça, c'est décevant, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Même si dans le match, il était bon entre Frankie Kazarian et JDC, il y a eu des tentatives de tomber et de near fall, donc ça passe uniquement à 2,99 ou 2,99 ou 9,99999. Oui, j'arrive plus à parler correctement et pourtant j'essaye de bien parler, mais vu comment je dois être rapide et précis, parce que je sais que j'ai pas tout le temps devant moi, puisqu'après je dois partir et tout à l'heure je ferai le montage. Malgré tout, ben, ça reste tout de même Frankie Kazarian qui va battre JDC, non pas par tomber et pas par soumission, parce que je pensais qu'il allait le battre avec son Fade to Black ou le Dead Eye. Et pourtant, il le bat par KO technique. Donc je sais pas si c'est habituel ou parce que JDC était réellement KO. J'en en ai aucune idée. Je sais pas s'il était KO ou alors il fait exprès d'être KO. Mais ça reste tout de même victoire de Frankie Kazarian qui conserve le titre de la TNA. Et à la fin, ben, il y a bordel général, t'as les catcheurs TNA, NXT qui arrivent, ça fout le bordel, c'est hors de contrôle, et voilà comment ça va se terminer avec cet abassage. Donc voilà comment se termine le show, auquel ben, malheureusement j'étais pas trop
trop investi là-dedans, un peu comme Final Battle. Pourtant, j'essaye malgré tout, mais c'est pas facile. Mais bon, voilà comment se conclut ce show. Et moi, pendant ce temps-là, je vais conclure avec cette vidéo. Donc, à tout de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.